C'était une matinée ordinaire pour Théo. Comme tous les jours de semaine, il marchait tranquillement sur le chemin qui menait à son université, sac sur l'épaule, les écouteurs dans les oreilles. La ville était encore en éveil, les premiers rayons de soleil caressant les façades des immeubles. Théo, étudiant en ingénierie, n'était pas du genre à s'attirer des ennuis. Réservé et discret, il passait le plus clair de son temps à l'université ou chez lui, plongé dans ses études ou des projets personnels. Ce jour-là, pourtant, un sentiment étrange l'envahissait sans qu'il puisse vraiment l'expliquer. Alors qu'il s'approchait d'un carrefour qu'il empruntait tous les jours, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le bruit de la circulation, des passants, des klaxons et même le souffle du vent semblèrent s'éteindre. En un instant, le monde autour de lui se dissipa comme une illusion. Un flash de lumière aveuglante l'entoura, et avant même qu'il ne puisse réagir, tout changea. Quand la lumière s'évanouit, Théo se retrouva dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Fini les immeubles modernes et les trottoirs bétonnés. À la place, des maisons en pierre grossière et des toits de chaume s'étendaient devant lui. Le sol était de terre battue, et l'air sentait la fumée et l'humidité. Les vêtements des gens, qui vaquaient à leurs occupations, semblaient tout droit sortis d'un livre d'histoire. Il n'y avait pas de voiture, pas de technologie, rien qui lui rappelait le monde qu'il venait de quitter. Théo, hébété, se frotta les yeux, persuadé d'être en plein rêve. Il regarda autour de lui, tentant de comprendre où il se trouvait. Mais tout était bien réel. Un homme trapu, vêtu d'une tunique simple, passa près de lui avec un regard curieux. L'homme portait un panier rempli de légumes et s'éloigna sans un mot. Théo, en essayant de maîtriser sa panique, prit une grande inspiration. « Où suis-je » murmura-t-il. Il tenta d'aborder une vieille femme qui portait un fagot de bois sur le dos. Son accent était étrange, mais elle parlait un français compréhensible. Elle lui répondit qu'il se trouvait dans le village de Montdoré, un lieu dont il n'avait jamais entendu parler. Pourtant, les détails de ce village, les vêtements des habitants, tout semblait dater du Moyen Âge. Plein de questions, Théo décida de marcher un peu pour en savoir plus. Il croisa des paysans travaillant dans les champs, des enfants jouant avec des bâtons et de la boue, et même un forgeron qui martelait du métal incandescent dans une forge rudimentaire. Tout autour de lui, le monde fonctionnait sans les moindres traces de la technologie moderne. Pas de téléphone, pas d'électricité, pas de voiture. Rien que des outils simples et des techniques ancestrales. Après un moment d'observation, Théo comprit qu'il n'était plus dans son époque. D'une manière ou d'une autre, il avait été transporté dans un autre temps. Ce n'était pas un rêve. Il lui fallait réfléchir rapidement. Comment survivre dans ce monde ? Et surtout, comment revenir chez lui ? Alors qu'il s'interrogeait, un groupe d'hommes armés approcha du village. Leur air dur et leur armure en cuir annonçaient clairement qu'ils n'étaient pas là en amis. Ils commencèrent à exiger des taxes des villageois, menaçant de brûler les récoltes si les gens refusaient de payer. Les villageois, terrorisés, obéissaient sans mot dire. Théo, qui observait la scène de loin, sentit un élan de colère monter en lui. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Même si tout cela le dépassait, son sens de la justice l'empêchait de détourner le regard. Mais que pouvait-il faire dans un monde qu'il ne connaissait pas, face à des hommes armés et impitoyables ? Il savait une chose, pour survivre ici, il allait devoir s'adapter, et vite. Mais au fond de lui, une autre idée émergeait. Ce monde, aussi archaïque soit-il, pourrait être transformé. Et qui mieux que lui, avec ses connaissances d'ingénieur du XXIe siècle, pour y apporter des changements. Ainsi commence la quête de Théo, non seulement retrouver le chemin de son époque, mais aussi apporter à ce monde médiéval des innovations qui pourraient changer leur manière de vivre. Théo se tenait toujours en retrait, observant les soldats collecter de force les maigres richesses des villageois. Le chef du groupe, un homme imposant avec une cicatrice traversant son visage, aboyait des ordres. Chaque pièce d'argent récoltée était jetée dans un sac de toile, tandis que les habitants, tête baissée, acceptaient leur sort sans résistance. Théo serra les poings. Son esprit d'ingénieur bouillonnait de questions. Comment pouvait-il aider ces gens ? Il n'avait ni arme ni allié dans ce monde, mais il avait son intelligence. Il ne pouvait rien faire de direct contre ces soldats à l'instant, mais peut-être qu'avec un peu de stratégie et d'innovation, il pourrait changer les choses à long terme. Après le départ des soldats, Théo s'approcha d'un homme d'âge mûr, qui semblait être le doyen du village. Il l'avait remarqué auparavant,
calmant doucement les autres villageois lorsque les collecteurs étaient là. L'homme se nommait Armand et lui apprit que ses soldats appartenaient à un seigneur local, un certain baron de Monciel, qui régnait sur la région d'une main de fer. Nous n'avons pas le choix, expliqua Armand avec une voix lourde de résignation. Si nous ne payons pas, ils détruisent nos champs et nos maisons. C'est la loi du plus fort ici. Théo, qui n'avait encore rien révélé de ses origines, se contenta d'écouter. Mais une idée germait déjà dans son esprit. Ce village dépendait entièrement de ressources limitées et archaïques, comme l'agriculture manuelle et la dépendance aux caprices des saisons. Si seulement ils pouvaient introduire une manière d'améliorer leur quotidien, peut-être que le pouvoir du baron pourrait être amoindri. Ce soir-là, Théo passa la nuit dans une petite auberge du village, gracieusement offerte par Armand, qui le prit en pitié, pensant qu'il était un voyageur égaré. Mais Théo ne dormait pas vraiment. Il réfléchissait. Il savait par où commencer, l'eau. C'était l'une des innovations qui avait le plus changé la vie humaine au cours des siècles. Ici, l'eau était tirée de puits et transportée à la main, une tâche longue et pénible. Que se passerait-il s'il pouvait construire un système d'eau courante dans ce village? Le lendemain matin, Théo se mit à explorer le village et ses environs. Il repéra une rivière non loin, une source d'eau inépuisable mais sous-exploitée par les villageois. Avec ses connaissances, il pouvait concevoir un système simple, utilisant des tuyaux rudimentaires et la gravité pour acheminer l'eau dans des points stratégiques du village. Mais pour cela, il aurait besoin de matériaux, d'outils et, surtout, de convaincre les villageois de lui faire confiance. Théo retourna voir Armand, cette fois avec un plan en tête. « J'ai une idée qui pourrait changer la vie du village », commença-t-il. « Je peux vous aider à accéder à l'eau plus facilement, sans avoir à tirer des seaux du puits tous les jours. Mais pour cela, il me faut du bois, du métal, et quelques bras forts. » Armand le regarda avec scepticisme. « De l'eau sans puiser? Comment est-ce possible ?» Théo sourit légèrement. Il comprenait le doute. Lui-même aurait été perplexe si quelqu'un lui avait parlé de tels changements dans un contexte aussi rudimentaire. Mais il expliqua, du mieux qu'il put, les principes de base d'un système de canalisation et d'aqueduc. Il leur parla de la gravité, des tuyaux inclinés, et de la manière dont l'eau pourrait être dirigée de la rivière jusqu'au centre du village. Après quelques heures de discussion et quelques démonstrations improvisées, Armand, intrigué, accepta de lui donner une chance. Il parla aux villageois, et bientôt, un petit groupe de volontaires fut rassemblé. Avec l'aide de Théo, ils commencèrent à couper du bois pour les canalisations et à forger des attaches en métal pour solidifier le tout. Pendant plusieurs jours, Théo dirigea les travaux. Ce fut un travail ardu, mais son enthousiasme et son désir de prouver que cela pouvait fonctionner motivèrent les villageois. Le système prit forme peu à peu, des canaux en bois furent installés, reliant la rivière à plusieurs points du village, notamment la place centrale. L'eau serait ainsi disponible à proximité des habitations, sans avoir à parcourir de longues distances. Finalement, après une semaine de travail acharné, le moment tant attendu arriva. Théo ouvrit la vanne rudimentaire qu'il avait créée, et sous le regard émerveillé des villageois, un filet d'eau claire commença à couler dans le premier réservoir qu'ils avaient installé sur la place du village. Les enfants éclatèrent de joie, et même les adultes, d'ordinaire si réservés, applaudirent. Armand, d'abord incrédule, posa une main sur l'épaule de Théo. « Tu as fait quelque chose d'incroyable. Ce village te doit une fière chandelle, Théo. » Mais Théo, bien que satisfait de ce premier succès, savait que ce n'était que le début. Ce monde, avec ses injustices et ses archaïsmes, pouvait encore beaucoup apprendre de lui. Et plus important encore, chaque nouvelle invention, chaque nouveau progrès, le rapprocherait peut-être d'un moyen de retourner chez lui. Le lendemain de la réussite de son projet d'eau courante, Théo était devenu une sorte de héros local. Partout dans le village, les gens parlaient de lui, de l'homme venu d'ailleurs qui avait réussi un exploit qu'ils pensaient impossible. Mais pour Théo, il ne s'agissait que d'une première étape. S'il voulait réellement avoir un impact dans ce monde, il devait penser plus loin. Le succès du système d'eau courante ne passa pas inaperçu. Le baron de Monciel, qui régnait en maître sur ces terres, eut vent de cette nouvelle invention qui améliorait le quotidien des villageois. Curieux, mais surtout méfiant, il envoya quelques-uns de ses espions au village de Montdoré pour comprendre ce qui se tramait. Pendant ce temps, Théo avait d'autres plans en tête. Maintenant que l'eau était accessible, il se demandait comment améliorer la gestion des déchets du village. Il avait remarqué que les ruelles étaient souvent jonchées de détritus,
et les latrines rudimentaires du village dégageaient une odeur insupportable, source de maladies. Une solution à cela pourrait non seulement améliorer la santé des villageois, mais aussi renforcer leur indépendance face au pouvoir du baron. En étudiant les alentours, il réalisa qu'il pouvait introduire un système d'égout simple, en utilisant les pentes naturelles du terrain et quelques matériaux basiques pour creuser des tranchées. Un après-midi, alors qu'il inspectait les lieux avec quelques villageois, Théo aperçut une petite troupe de cavaliers qui s'approchait du village. À leur tête se trouvait un homme élégant, vêtu d'une armure brillante. C'était l'un des officiers du baron. Il avait été envoyé pour enquêter. Qui est responsable de cette nouvelle invention, demanda Théil d'un ton méprisant en descendant de son cheval. Les villageois, habitués à obéir par crainte, se tournèrent instinctivement vers Théo. L'officier le dévisagea de haut en bas, visiblement surpris par l'allure simple et jeune de cet ingénieur venu d'ailleurs. « C'est toi qui as installé cette eau courante » demanda-t-il, d'un ton qui laissait peu de place à la discussion. Théo, sans se laisser intimider, répondit calmement. « Oui, c'est moi. » L'officier le fixa un instant, cherchant à jauger ce jeune homme qui n'avait pas l'air d'un rebelle, mais dont les actions pouvaient pourtant bouleverser l'ordre établi. « Le baron veut te rencontrer. » Immédiatement. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Être convoqué par le baron n'était jamais bon signe. Théo, cependant, comprit qu'il n'avait pas vraiment le choix. Si le baron voulait le voir, il irait. Mais il savait aussi que cette rencontre serait décisive pour son avenir dans ce monde. Le lendemain, Théo fut conduit au château de Montciel, une forteresse imposante perchée sur une colline surplombant la vallée. Le chemin jusqu'au château lui permit de mieux comprendre l'étendue du pouvoir du baron. Ces terres s'étendaient à perte de vue, avec des paysans travaillant sans relâche sous la surveillance de gardes armés. Ce monde était régi par des lois strictes, où la volonté du plus puissant dominait. À son arrivée, Théo fut conduit dans une grande salle, où le baron l'attendait. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une stature imposante et un visage dur marqué par les années de guerre et de pouvoir absolu. Son regard perçant ne laissait place à aucune émotion. « Alors, c'est toi l'ingénieur qui a bouleversé la vie de mon village » dit le baron d'une voix grave. Théo resta calme. « J'ai simplement voulu les aider, monsieur le baron. Avec un système d'eau plus efficace, les villageois peuvent se concentrer sur d'autres tâches, augmenter leur récolte, améliorer leur qualité de vie. » Le baron l'observa en silence un moment, puis se leva lentement. Il fit quelques pas autour de Théo, comme s'il évaluait une arme ou un cheval. « Tes inventions sont intéressantes, je l'admets. Mais tout cela ne se fait pas sans mon autorisation. Rien ne se fait ici sans que je sois au courant. » Théo comprit alors que le baron ne cherchait pas simplement à comprendre son projet. Il voulait s'assurer que tout ce qui se faisait sur ces terres était sous son contrôle. Ce monde médiéval, comme Théo l'avait déjà deviné, fonctionnait selon des règles strictes de pouvoir et de domination. Et en introduisant ses idées, il venait de perturber cet équilibre fragile. Le baron s'approcha de lui et, après un long silence, ajouta « Je te laisse une chance. Tes inventions peuvent être utiles, mais elles devront me servir. Je veux que tu travailles pour moi. » C'était une offre, mais une offre teintée de menace. Théo le savait. S'il refusait, les conséquences pourraient être graves, non seulement pour lui, mais aussi pour le village qui l'avait accueilli. Mais s'il acceptait, il risquait de devenir un outil entre les mains du baron, un pion dans un jeu de pouvoir qu'il ne maîtrisait pas encore totalement. Théo prit une profonde inspiration. Il était à un carrefour de sa vie. Que devait-il faire? Théo resta silencieux un instant, pesant soigneusement ses options. Travailler pour le baron représentait une opportunité intéressante. Cela lui donnerait accès à des ressources précieuses, mais il craignait de perdre son indépendance et son influence sur les projets qu'il avait en tête. Cependant, le baron ne semblait pas animé par des intentions malveillantes, simplement désireux d'améliorer ses terres tout en restant maître de son domaine. Après une réflexion prudente, Théo prit une décision mesurée. « Monsieur le baron, je suis prêt à vous aider à développer de nouvelles infrastructures pour vos terres et vos villages, » commença-t-il. « Mais pour que mes inventions soient bénéfiques à tous, j'aurai besoin de liberté d'action. Cela inclut le choix de mes projets et la manière dont je les mène à bien, toujours dans l'intérêt des habitants et de vos terres. » Le baron fronça légèrement les sourcils, surpris par cette réponse audacieuse. Peu de personnes dans ce monde osaient poser des conditions, surtout à un seigneur local. Pourtant, la franchise de Théo le toucha.
Il n'était pas un simple opportuniste, il cherchait réellement à améliorer la vie de ceux qui l'entouraient. Après un moment de réflexion, le baron répondit avec un sourire discret. Très bien, Théo. J'admire ta conviction. Je te donnerai ce dont tu as besoin. Bois, pierre, métal, et des ouvriers pour t'aider dans tes projets. Mais en retour, j'attends des résultats. Si tu arrives à faire prospérer ce village, cela se saura. Et cela me servira à convaincre d'autres villages de suivre ta voie. Théo accepta cet accord, rassuré de ne pas avoir à renoncer à son indépendance. Il voyait là une opportunité de faire du village de Mondoré un modèle de progrès. Le baron semblait véritablement intéressé par l'idée de rendre ses terres plus prospères, et Théo se disait qu'en travaillant ensemble, ils pourraient accomplir de grandes choses. De retour au village, Théo se remit immédiatement au travail. Son prochain projet, la mise en place d'un système d'égout pour améliorer l'hygiène publique. Avec le soutien du baron, il avait désormais accès à plus de ressources, des matériaux plus robustes comme la pierre et le métal, ainsi que des ouvriers qualifiés. Cela lui permettait d'accélérer la mise en œuvre de ses idées. Cette fois-ci, Théo voulait non seulement canaliser les eaux usées pour éviter la stagnation dans les rues, mais aussi construire des latrines publiques fonctionnelles, un concept que les villageois n'avaient encore jamais vu. Il espérait ainsi diminuer les maladies fréquentes causées par les mauvaises conditions sanitaires. Les villageois, d'abord curieux de voir Théo travailler avec les ouvriers envoyés par le baron, furent rapidement convaincus lorsque le projet commença à prendre forme. Avec ses schémas simples mais efficaces, Théo expliquait aux artisans locaux comment utiliser la pente naturelle du terrain pour évacuer les eaux usées loin du village. Petit à petit, le système se construisait, et les habitants voyaient déjà les premiers bénéfices, des rues plus propres, une odeur moins marquée et, surtout, une amélioration de la santé des enfants et des anciens. Armand, le doyen du village, approcha Théo alors qu'il supervisait l'installation des dernières sections. « Tu sais, Théo, tout ce que tu fais ici est extraordinaire. Mais tu devrais aussi penser à transmettre ton savoir. Nous devons être capables de continuer après ton départ, si un jour tu nous quittes. » Cette remarque frappa Théo. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici éternellement. Il avait encore l'espoir de trouver un moyen de retourner dans son époque, mais il ne voulait pas laisser ce village sans ressources. Il décida donc qu'une fois le système d'égout terminé, il prendrait le temps de former certains villageois, de leur enseigner non seulement comment entretenir les infrastructures, mais aussi comment innover par eux-mêmes. Les semaines suivantes, Théo organisa des sessions de formation pour un petit groupe de villageois motivés. Il leur montra comment utiliser les outils qu'ils avaient à disposition et les encouragea à développer leurs propres idées pour améliorer leur quotidien. Ces séances étaient pleines de discussions, de réflexions et d'expérimentations. Armand, toujours à ses côtés, aidait à faire le lien entre la communauté et Théo. Ce partage de connaissances changea encore davantage le visage du village. Les villageois commençaient à prendre confiance en eux, à ne plus voir Théo comme leur seul espoir, mais comme un guide, un mentor. Ils devenaient autonomes dans leur propre apprentissage, et ce sentiment d'émancipation les rapprocha encore plus de Théo. Alors que les derniers travaux sur le système d'égout touchaient à leur fin, une nouvelle vint toutefois troubler cette tranquillité. Des rumeurs circulaient sur des troubles dans les villages voisins. Un autre seigneur, le vicomte de Rivemort, commençait à convoiter les terres du baron de Monciel. Certains disaient que la guerre était proche, et que les innovations introduites à Mondoré avaient attiré l'attention. Théo se rendit compte qu'il était désormais en plein milieu de tensions politiques qui le dépassaient. Mais il n'était pas question pour lui de reculer. Au contraire, il savait qu'il pouvait utiliser ses compétences pour protéger non seulement le village, mais peut-être même toute la région, d'un conflit inutile. Mais comment éviter une guerre quand on ne contrôle ni les armées, ni les ambitions des puissants? Théo allait devoir faire preuve d'ingéniosité, et surtout, trouver des alliés prêts à soutenir sa vision.